copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, c'est toujours Alain. Salut Clémence. Et c'est la Tex qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble. Dans cette nouvelle aventure, Bob part à la recherche de son escargot Gary, kidnappé par Poséidon, le roi des 7 mers. Déterminé à le retrouver, il entraîne Patrick jusqu'à la cité perdue d'Atlantic City. À noter que c'est le 3e long métrage issu de la célèbre série animée, mais ça sera le tout premier à sortir après la mort de son créateur, Stephen Hillenburg, en novembre 2018. La sortie était initialement prévue en juillet 2020 au cinéma, mais le coronavirus est passé par là et a poussé Paramount à retarder cette sortie. Résultat, le film est dispo sur Netflix depuis le 5 novembre. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs? Rafik, Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi? Embourgeoisement, normalisation. Eh ben, ça promet. Bon, prêt à rentrer dans le vif du sujet? On va essayer. Ouais. C'est parti. Rafik, à toi l'honneur, tu vas commencer. Oui, alors, pourquoi embourgeoisement? C'est ça ta question. Pourquoi en fait, embourgeoisement? je soupçonne. Oui, pourquoi embourgeoisement? Parce que au départ, le SpongeBob, c'est effectivement un dessin animé a priori pour enfants, diffusé, donc, comme on le sait, sur la chaîne... de triste réputation Nickelodeon, qui a ménagé en fait un public double, puisque dès le début il s'adresse à la fois aux gamins et à quelques adultes un petit peu attardés, dont nous faisons partie au départ, qui est la raison pour laquelle pour laquelle on avait particulièrement apprécié la première virée cinéma de 2004. Mais même la série, moi j'aime bien. Et la série qui est effectivement à l'époque, parfois quelques bons moments, surtout dans ses premières saisons, parce que bon, je pense que ceux qui suivent un petit peu Bob l'éponge, ça sera pas une nouveauté pour eux, que c'est quand même une grosse série de stoner qui joue énormément de l'humour régressif qu'on peut avoir, on va dire, sur des fins de soirée un petit peu enfumées ou un petit peu arrosées, et c'est même pas quelque chose que ces concepteurs ont vraiment caché en fait. Non, c'est même du piratage. C'est-à-dire que en fait, tu fais un dessin animé pour enfants et puis tu glisses complètement autre chose dedans, quoi. C'était ça, Bob l'éponge, quoi. Avec moi, je trouve deux personnages en l'occurrence avec Patrick hyper attachants, quoi, mais parce qu'ils sont complètement régressifs, effectivement. Et c'est un peu c'est pas un peu, c'est beaucoup ce qu'a perdu le film. C'est-à-dire que, en gros, ce 3e film, effectivement, comme tu l'as souligné, il y a des grandes chances qu'il ait très peu que son créateur original, en fait, initial, ait très peu de comment dire. D'apport en fait dans ce que ça raconte, et ça se voit en fait. Il y a le précédent film de Bob l'éponge qui était sorti en 2015 était pas une franche réussite, qu'on soit clair. Je pense qu'il y a un moment donné aussi où ça fait quand même, c'est une série, il y a un personnage qui existe depuis 20 ans, c'est quand même difficile à se renouveler. Qui ramène énormément de pognon, c'est pas forcément fait pour l'arranger non plus en fait. Voilà, et en fait l'autre problématique là-dedans, c'était que on se retrouvait avec des obligations, c'est-à-dire que le 2e film, il y avait l'idée de faire passer Bob l'éponge, qui est un personnage d'animation traditionnel, à l'image de synthèse, et du coup en fait c'était narratif en fait dans le film, il y avait beaucoup de problématiques qui étaient liées à ça, on sentait que c'était le studio qui imposait la chose, mais dedans il y avait quand même des moments complètement tarés. Moi je pense à notamment cette scène où on rentre dans le cerveau de Bob l'éponge et d'un seul coup en fait on voit le monde en fait tel qu'il l'imagine, et c'est que du sucre, tu vois, tout le temps partout, et quelque part c'est une très bonne définition du personnage, c'est ça en fait, c'est un personnage, c'est-à-dire que
on parle de films de stoner, on parle désespérément optimiste. Désespérément optimiste, mais il y a aussi en fait cette logique c'est-à-dire le sucre remplace la drogue dans son fonctionnement, et en fait ça traite, c'est un enfant. Littéralement, même si c'est pas un enfant dans le film, en fait, le personnage n'est pas un enfant, mais c'est un enfant, il fonctionne comme un enfant. Et voilà, et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il touche les enfants peuvent se reconnaître totalement dans le personnage, et en même temps, en fait, ils comprendront bien plus tard que ça ne paraît pas forcément que de l'enfance, quoi, le Bob l'éponge, quoi. Et c'est le problème de ce film, en fait, de ce nouveau film, c'est-à-dire que justement, ce n'est que un film pour enfants. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais pas avec ce personnage-là. C'est pour ça que je parle de normalisation. Que un film pour enfants, et en même temps qui essaie quand même maladroitement de faire du pied à un public qu'il a perdu, mais qui est ce fameux public adulte, avec de ce qui est devenu presque des tropes internet. Enfin, l'idée de ramener Danny Trejo et Snoop Dogg, c'est vraiment, t'as envie de dire, les gars, c'est fatigant, quoi. C'est toujours les deux modèles que vous nous sortez, parce qu'effectivement, il y a 10 ans, on faisait des mèmes sur eux, et que vous pensez que ça va nous surprendre aujourd'hui. Bon, c'est plus vraiment. Tu veux dire qu'ils sont pas allés chercher dans l'originalité? Par exemple. Non, mais effectivement, le coup de Danny Trejo, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, Internet, on a fait la figure absolument délectable dans le détournement. Il s'agissait de lui rajouter des robes, des tacos géants dans la main, etc. Parce qu'il avait tellement joué les personnages fort en gueule dans des films justement qui ne sont vus que par des entre guillemets adultes qu'en faire un objet de régression, c'était drôle. Et pareil, j'imagine pour Snoop Dogg, mais en 2020 c'est over. Enfin, l'autre problème surtout, c'est que là tu prends des exemples parce que c'est des caméos, faut le dire, c'est vraiment des trucs qui apparaissent très rapidement dans le film, qui vont pas très très loin, mais en fait ces exemples-là, déjà c'est surtout du convenu, c'est-à-dire que ça a déjà été fait, c'est-à-dire plusieurs fois dans d'autres films pour enfants. Keanu Reeves, il apparaît dans Toy Story 4. Danny Trejo, c'est une des stars de Spy Kids. Donc les gosses le reconnaissent, si tu veux. Snoop Dogg, c'est peut-être encore un autre truc, mais Snoop Dogg, justement, en fait, c'est un stoner à la base. Et tu te dis, ils vont peut-être subtiliser, on va dire, le côté stoner de Snoop Dogg pour le remplacer par quelque chose. Non. C'est vraiment, en fait, c'est le mec enfin, je sais pas comment d'ailleurs les gosses le reconnaissent éventuellement. Snoop Dogg, il y a peut-être un endroit où il est apparu ailleurs, quoi. Danny Trejo, pour moi, ça me semble assez évident avec Spy Kids et ce genre de truc, quoi. Mais quand je dis normalisation, c'est vrai que voilà, il y a cette espèce de truc d'enlever la substance en fait de Bob l'éponge et de faire finalement quelque chose d'assez commun. C'est une aventure de plus. Il n'y a pas de raison à raconter en fait ce film plus qu'un épisode de la semaine, en fait, comme ça pouvait être le cas à la télé, quoi. D'autant que ça traite de sujets qui ont déjà été abordés dans certains épisodes de la série. C'est pas la première fois que Gary se fait enlever ou disparaît. Voilà, mais même l'idée de récupérer la recette, c'est un trope qui revient, qui est un leitmotiv, en fait, parce que le personnage de Plankton veut absolument la récupérer en permanence. Voilà, il n'y a pas y a même pas de logique, si tu veux, de presque, j'ai envie de dire, mythologique dans le premier SpongeBob, avec toute la déconne que ça pouvait avoir, avec tout le côté c'était comme on appelle ça, un coming of age movie, c'est-à-dire que, mais détourné, c'est-à-dire le coming of age, c'est un genre à l'américaine, en fait, qui est beaucoup utilisé, qu'ils aiment beaucoup utiliser, que les films de super-héros par exemple utilisent, comme dans Spider-Man de Sam Raimi ou ce genre de truc. C'est comment en fait un personnage immature va devenir mature à la fin du récit. Et dans SpongeBob, dans le film, en fait, il pense que pour le devenir, en fait, il suffit de se mettre des moustaches et de faire l'adulte et ce genre de choses, quoi. Donc en fait, c'est hilarant parce qu'il détourne ce genre de trucs. Ça fonctionne très très bien. C'est drôle et en même temps, c'est c'est lié au personnage. Là, la problématique de ce film-là, c'est qu'on perd, à part les habitudes, on perd le personnage. C'est-à-dire, moi, ça m'a fait penser, mais en pire encore, largement pire, au film des Simpsons, en fait. C'est-à-dire qu'après 25 ou 30 ans, en fait, moi j'adore les Simpsons, mais après 25 ou 30 ans, tout ce que les mecs peuvent sortir, et je sais pas combien de scénaristes, il y avait 125 scénaristes, le seul truc qu'ils arrivent à sortir, c'est, alors dans celui-là, Homer, il est bête, Marge, elle s'occupe de ses enfants et en fait tu te retrouves à te raccrocher à des micro-détails, en fait. Effectivement, il y a 2-3 une habitude. Voilà, mais qui sont, pour moi, dans ce troisième film, uniquement dans les interactions entre Patrick et SpongeBob, c'est uniquement à ce moment-là. Et encore, la plupart sont relous. Mais les quelques rares surprises, on va dire, sont peut-être là, je pense, lorsqu'ils arrivent à
Atlantic City, en gros, parce que c'est ça, j'ai cru comprendre, et que tu as une espèce de montage. Bon, il y a effectivement 2-3 interactions entre les deux personnages qui m'ont décroché un vague sourire. Mais par contre, il y a effectivement plus de SpongeBob et plus de je dirais, de problématiques du personnage, parce que même si c'était complètement débile, il en avait une dans le premier film. Non, il y a un truc aussi qui me gêne, parce que j'avais pas vu le deuxième en image de synthèse, donc c'était la première fois que je me tapais un SpongeBob en image de synthèse, et je pense aussi que ce qui a été perdu, c'est au départ, même si c'est un truc de Nickelodeon, SpongeBob, c'est quand même complètement dans la culture des cartoons trash des années 90, qui ont été ensuite popularisés par Adult Swim, etc., qui est que justement, plus c'est mal dessiné, et mieux c'est. Pour appuyer le côté, on fait aucun effort. On est tellement fonce-dé en l'écrivant et en le faisant que c'est moche, quoi. Et d'avoir confié ça à une boîte qui essaie de faire du bon boulot, c'est Micros qui s'est occupé de ça, du coup je dirais ça casse tout. Il y a plus les aplats de couleurs en arrière-plan. Maintenant tu as de l'herbe bien définie, etc. Enfin, tout ça casse le délire, justement le délire trash et stone. On a un côté très premier degré finalement. Oui, c'est ça. On se retrouve devant quelque chose de joli, et tu regardes pas un Bob l'éponge pour avoir un truc joli. Non, alors ceci étant dit, ils ont réussi un truc qui est pas forcément le cas dans le deuxième, justement. C'est que dans le deuxième, on passait vraiment en fait de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité. C'était vraiment la logique en fait d'un seul coup, quand les personnages sont dehors, en fait, quand ils sont sur Terre, parce qu'ils sortent de l'eau, c'est ça le principe du deuxième. C'est pour ça que d'un seul coup ils sont en image de synthèse, pour coller en fait à notre univers, à Antonio Banderas qui joue un pirate, ce genre de choses. En fait, en gros, ça devient un film en image de synthèse, enfin pour enfants, comme on peut en voir chez Pixar. Enfin, chez Pixar, pas de cette qualité-là évidemment, mais ce que j'entends en fait vraiment, c'est que tu as de la mise en scène en fait complètement décomplexée derrière. Alors que l'animation, en fait, il y a quelque chose d'assez, comme c'est compliqué à faire, que ça prend du temps, c'est figé, c'est plus strict. Et là, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont essayé justement de retrouver, c'est-à-dire la patine 2D, mais en 3D de Bob l'éponge. Mais effectivement, c'est du très beau boulot. C'est très très bien fait, c'est même des fois tu te dis putain, ah ouais, ça ressemblerait à ça, Bob l'éponge en fait en 3D quoi. Mais effectivement, mais je pense que déjà sur le papier on le perdait avant même d'arriver à ce truc. Je pense que sur le papier c'est un film qui est totalement inoffensif. Oui. Et sans dire que c'est subversif, automatiquement SpongeBob. Il y a au moins en fait un double discours, un double machin qui fonctionne quoi. Ça, une agressivité en fait. On perd cette double lecture finalement. Ouais. Et cette agressivité, parce que même pour les mômes, je pense que même les mômes en fait sont capables de vivre la différence. Le SpongeBob originel, c'est un humour. Oui, c'est ça, c'est un humour agressif, c'est pas gentil. Le concours de bulles où ils deviennent fous et ils se mettent à avoir des yeux complètement exorbités, etc. Tout ça, on n'a pas de scène d'hystérie dans cet épisode. On a littéralement des scènes avec bébé SpongeBob et voilà, et bébé Patrick, tout gentil, quoi, si tu veux. En mode mopette, en fait. D'ailleurs, Tim Hill, le réalisateur de cet épisode, qui était déjà collaborateur sur le premier film. Oui, c'est un co-créateur même de SpongeBob. C'est le mec qui a fait les Muppets dans l'espace, qui est quand même déjà, voilà, ou les Alvin et les Chipmunks, ce genre de... Oui, mais c'est quelqu'un qui est dans la norme, quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à faire un Baby Yoda bis pour, je sais pas, vendre plus de goodies, rendre des personnages mignons? Bon, bah là, c'est raté avec Netflix, parce que du coup, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir, en fait, je pense que Baby Yoda, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça pose cette question-là du merchandising, en fait, sur des films sur des séries qui partent littéralement en streaming. Bon, Bob l'éponge, ça existe en merchandising de base, avant. Moi, je me rappelle de boîtes Kinder, de trucs comme ça, de peluches et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette volonté-là. Mais c'est vrai que je sais pas si d'un seul coup, en fait, ça annule leur plan, en fait, de merchandising de balancer un film sur streaming où potentiellement il sera plus vu d'ailleurs, puisque c'est le truc, mais il sera pas vu deux fois, pas consommé deux fois de la même manière. Après ce que j'ai compris, il a recoupé son budget en fait. Oui. Mais il y a aussi, faut quand même rappeler que le temps passe par rapport à... par rapport à ce qui est considéré comme la norme ou pas. La particularité de l'humour de SpongeBob, il doit beaucoup à ce que Pee Wee Herman avait créé avec le Pee Wee Playhouse dans les années 80, qui, à l'époque, était un choc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même...
quand Pee-wee a déboulé sur la télévision américaine, il y a quand même tout un public adulte qui a eu un problème avec ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se sont, dès l'instant où il y a eu le scandale sexuel qui a atteint Paul Rubens, les parents en ont profité pour vraiment faire disparaître tout ça de la surface du globe. Puis oui, évidemment, c'est ce personnage littéralement d'enfant attardé, d'adulte enfant, quoi, qui vit dans une petite maison fantasmée. Tim Burton l'a adapté au cinéma, c'était son premier long métrage. Donc nous, on le connaît surtout par là, parce que c'est pas passé chez nous. Et en fait, Paul Rubens, qui était l'acteur très tiré à quatre épingles, très propre sur lui et tout ça, etc., mais littéralement, enfin visiblement fou, en fait, quand tu vois le personnage, il a l'air fou. On l'a attrapé dans une salle de cinéma devant un film porno en train de se masturber. Et ça a créé un scandale dans l'Amérique puritaine des années 90. Où on brûlait les poupées Pee-wee. Voilà. Mais après, est-ce que tu pointes du doigt tu vois, ça fait 20 ans que ça existe, l'humour a changé. Plus que 20 ans. Non, mais je parle de SpongeBob. SpongeBob, ça fait 20 ans, et puis oui, ça fait 40. Tu vois, donc t'as envie de dire aux gens, les gars, il s'est passé des trucs depuis. C'est-à-dire que effectivement, dans les années 80-90, on poussait comme ça, dans cet humour de plus en plus agressif, de plus en plus incorrect, etc. Stephanie Lundborg, il était carrément en train de développer un truc avec Rob Zombie à une époque, tu vois. Donc on en arrive à un point de trashitude maximale qui fait que ça n'est... Une fois que la société l'a accepté, ça n'est plus du tout efficient et efficace. Moi, aujourd'hui, je suis plus surpris et choqué, dans le bon sens du terme, par la série de Tartakovsky Primal, qui, elle, revient à des fondamentaux de récits héroïques à l'ancienne, où là, je me dis, oh là, putain, c'est punk. Tu vois, juste parce que le mec a retrouvé le sens du classicisme. À la Shrek, exactement. Le mec a retrouvé le sens du classicisme, et du coup, il devient punk, en fait. Là où, effectivement, quand je vois ce Bob l'éponge-là, c'est pour ça que je parlais d'embourgeoisement, j'ai vraiment l'impression que le temps nous a rattrapés. C'est un vieux rocker fatigué, quoi. Ceci dit, il y a une distinction entre les deux, moi, je trouve. Entre le premier SpongeBob, par exemple, en termes de cinéma, en fait, le premier film et le dernier, là, celui-là. Hein, parce qu'il y a aussi ce truc, en fait, dans SpongeBob, en fait, d'une manière ou d'une autre, Bob l'éponge, il représente... c'était un gros truc dans les années 2000, une grosse thématique dans la comédie. Il représente le comment t'appelles ça, l'immaturité de l'américain moyen, en fait. Will Ferrell, il en a carrément fait une carrière de parler de ça, quoi. Et la scène des bulles, dont tu parlais dans le premier, c'est un truc où, justement, en fait, quand eux, ils sont en train de se taper un trip dans un saloon, en fait, dans les toilettes d'un saloon avec les bulles, en fait, il y a carrément une... il y a une bulle qui sort, t'as un des faux cow-boy, en fait, du truc qui voit ça, qui dit quel est le bébé qui joue avec des bulles, tu vois, et d'un seul coup c'est vraiment, ça devient une espèce de truc où ils se mettent tous en rang pour savoir lequel a été immature, en fait, si tu veux. Et tout le sketch, en fait, tout le passage du truc, c'est vraiment une manière de se foutre de la gueule de la masculinité américaine, quoi, littéralement. Et c'est dans un truc pour enfants, tu vois, et donc du coup, là, le problème, c'est que on pourrait croire que de la façon dont on parle, si tu veux, et je sais que c'est pas ce que tu dis, mais en fait, on pourrait dire cette normalisation, quelque part, c'est le film est devenu adulte, enfin mature, entre guillemets. SpongeBob est arrivé à maturation, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est de l'infantilisation pure et dure du personnage, quoi. Du coup, on perd vraiment cette couche de... encore une fois, je ne dirais pas subversion, mais en tout cas, comment dire... de sous-texte savoureux, quoi. Bah, moi, je parlerais de subversion, parce que c'était quand même, dans mon souvenir, un appel à l'immaturité revendiquée, assumée. C'est-à-dire, oui, je suis débile et je m'en fous. Après, chacun s'est encore une fois réapproprié comme il le voulait. Il y a eu tout un tas de polémiques, à mon sens, un peu idiotes autour du personnage et de son homosexualité latente, etc. Oui, effectivement, on peut considérer que Patrick et lui, c'est un couple homo, mais au fond, au moment où cette polémique a eu lieu, je dirais que c'était déjà un truc passé, quoi. T'as l'impression que, bon, ce qui l'a pas empêché quand même d'occuper pas mal certaines associations dans l'attaque du dessin animé. C'est du coup, ça a poussé Hillenburg à faire des déclarations où il pensait qu'il était asexué. Effectivement, moi, c'était plus
on a pas mal parlé de Bob l'éponge à l'époque en 2004 en tant que figure geek aussi, parce qu'il y avait ce côté du mec qui chez lui s'autorise à être complètement régressif et à assumer son truc, et en fait il le porte sur sa gueule dans le reste du temps. Il essaie de bien faire parce que c'est quand même un mec qui essaie de bien bosser. C'est Newman, de comment il s'appelle, de Mad Magazine, mais en éponge quoi. Ouais, c'est vraiment cette gueule avec grosse les deux dents, avec les deux dents, voilà. Et il essaie de bien faire, il essaie de faire comme il faut, on va dire. Bon, et c'est ce caractère justement volontaire et optimiste qui le rend insupportable aux yeux d'une société qui est devenue justement cynique, quoi. Mais c'est un personnage qui est censé être punk dans son optimisme, et là il devient juste un suiveur, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, il va à Las Vegas, il dépense du pognon, il se bourre la gueule, et le lendemain, il a la gueule de bois, et t'es censé trouver ça trop subversif, je sais pas quoi, et en fait, non. C'est paradoxal quand même. Il va à Atlantic City pour vivre des choses incroyables, faire la fête, etc. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus gentillet, gentillet que ce que montre le reste de la série. Non, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que je parle que j'insistais sur le fait de rappeler que Pee-wee avait 40 ans, quoi. C'est qu'on a encore une fois, on a changé d'époque. Notre époque aujourd'hui, elle a peut-être besoin d'un autre coup de pied au derrière, qui serait avec l'inattendu. Qu'est-ce qui est aujourd'hui incorrect? Elle est où la limite de l'incorrect? Le truc qui vraiment serait susceptible de nous gêner, en fait. Et s'il y a un humoriste qui arrive à aller gratter ce truc-là, il aura décroché le pompon, mais c'est certainement pas ce film qui va le faire. Non. Et c'est vrai que, alors, est-ce que c'est parce que Hillenburg est plus là et donc n'a pas pu imprimer sa patte? Non, je pense que lui-même était déjà dépassé par le truc. Je pense que la qualité du 2, par exemple, si tu veux, du deuxième film, là, je reste sur le truc. La série télé, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire que je trouve que c'est compliqué de maintenir le truc pendant 20 ans, quoi. Mais les films, en tout cas, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent faire autre chose. Et là, justement, je pense qu'arrivé à ce stade-là, on leur a demandé de pas faire autre chose. On leur a demandé de vraiment D'ailleurs, moi, j'ai pas vu beaucoup de films d'animation de Paramount. Et là, ils ont gardé ce logo quand le film s'ouvre, mais ils ont fait tout un logo Paramount Animation, etc., etc. Comme quoi, t'as l'impression que ça devait lancer comment dire, pas un univers, mais en tout cas une marque Paramount Animation. Et bon, ça tombe sur Netflix, donc c'est mal barré. mais tu vois, tu sens que voilà, il fallait faire quelque chose, il fallait montrer patte blanche et faire quelque chose d'assez, comment dire, propre, bien fait. Ça oui, c'est vrai. Mais comment dire, avec un personnage qui finalement n'est pas propre. Donc. Ou les trop. Ouais, là pour le goût, oui. Enfin, mais bon, façon de parler, quoi. Mais de toute façon, c'est un film sur. C'est marrant parce que c'est un film sur l'apparence et ce genre de choses. Ça se termine sur ça, hein, sur Poséidon qui est le grand musclé, machin, etc., qui lâche tout, en fait, qui se libère, en fait, de son image, quoi. Mais, le film fait pas ça. C'est ça, le truc, en fait. Donc c'est ça qui est malheureux, quoi. On a commencé à sortir un petit peu les rames, donc... Ouais, on n'a pas grand-chose à dire, malheureusement. Hein. Moi, c'est vrai qu'on avait choisi de parler de ça parce qu'on se disait... moi, j'aime beaucoup SpongeBob à la base. Je me disais, il y a quand même à avoir des restes, même si je suis pas sûr que ce film sera super. La bande-annonce me donne pas super envie, mais c'est vrai qu'arrivé à ce stade-là, c'était plus une manière de parler de SpongeBob que de parler du film à proprement parler, quoi. Finalement, donc on va pas forcément le recommander. Ouais. Alors voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. On va abréger les souffrances de tout le monde. Ce film, on y va pas. On y va pas. Non, franchement, il n'y a pas de raison. Si vous aimez SpongeBob, c'est que vous êtes vraiment des fans et qu'en fait, vous pensez que vous avez trouvé votre truc, testez, quoi. Mais honnêtement, et puis testez pour nous donner votre avis. On sait jamais. Mais le truc, c'est que, en toute honnêteté, c'est presque un crève-cœur, en fait, de regarder un film où, honnêtement, ça dure 1h30 et tu t'ennuies quand même profondément, quoi. Alors que à la base, c'est quand même si vous êtes sur, voilà, si vous êtes sur Netflix pour regarder SpongeBob, juste à côté il y a Primal. J'insiste là-dessus. J'en entends pas assez parler sur mes réseaux sociaux, donc allez plutôt chercher de ce côté-là. Très bien. On verra ce que nos auditeurs nous en disent, puisque nous on s'intéresse aussi à ce que eux pensent, hein. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez adoré, vous êtes fan de Bob l'éponge et vous avez trouvé que ce film était un chef-d'œuvre, ou alors au contraire vous êtes déçu et blessé au plus profond de votre âme. Dites-le nous, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait de His House. Alors, Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ?
Salut la team Capture, c'est Stéphane. Donc mon avis sur His House, un film de fantôme qui ne fait pas peur, avec des scènes de tension ratées, mais un film bien fabriqué avec une belle photo, une belle utilisation des décors. L'origine de ce film, c'est de mixer deux genres qui n'ont rien à voir, le film de maison hantée et le film social. Ni misérabiliste, ni manichéen, ça fait du bien. C'est un film que j'ai trouvé assez exaspérant parce que représentant aussi d'un certain cinéma indépendant américain actuel. His House pouvait donner l'espoir d'un film d'horreur qui oscille entre Polanski et Lucio Fulci, mais il n'assume aucun parti pris. L'horreur quotidienne fonctionne assez, mais n'est que survolée, et le fantastique apparaît comme un prétexte. Du coup, ça reste inoffensif, avec un sujet qui n'est pas, et qui effleure par moments le vrai sujet du coup. Un discours sur l'intégration vraiment intéressant, avec la figure du fantôme qui représente en fait le passé et la culture du pays d'origine, et une opposition au sein du couple qui décrit bien la tension entre le fait de vouloir conserver sa culture, le fait de vouloir tout de même laisser une partie derrière soi pour pouvoir s'intégrer, et c'est en gros la morale finale du film. C'est ce type de film qui est beaucoup trop conscient pour être honnête, qui met en avant un pseudo-propos politique et social, mais qui au final ne raconte pas grand-chose, et qui en plus traite le fantastique et l'horreur de manière assez condescendante. Dans la dernière demi-heure, on reste vraiment que sur le côté horrifique, et du coup on est un peu frustré, on a l'impression que le film ne remplit pas toutes les promesses faites pendant les 20 premières minutes. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, sur vos plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. On fait un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, sur Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine, cette fois-ci pour un documentaire, mais suspense, j'en dirai pas plus aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.